Nous proposons des brochures sur le revenu citoyen en arabe et de nombreuses langues distribuées mondialement. On attire aussi des personnes qui voient le système social comme un mode de vie et n'ont aucune intention d'assumer une responsabilité personnelle car elles ne sont pas très futées. Pour moi, le modèle humaniste, 1, 2, 3 mois maximum de soutien et ensuite chacun doit prendre ses responsabilités. Et pas toute la vie d'une certaine manière. Cela crée aussi cette tension entre Allemands et non-Allemands. D'une certaine manière, vivre au crochet de l'État. Parce que je me dirais, moi j'ai travaillé dur pendant 40 ans dans ce pays. Oui, il suffit de regarder les chiffres concernant l'allocation citoyenne. L'allocation citoyenne nous coûte 60 milliards d'euros par an. Quand on regarde les chiffres, on voit que que 70% des enfants bénéficiant de l'allocation citoyenne sont des enfants étrangers. Au total, la moitié de l'argent va aux étrangers. Et si l'on inclut maintenant ceux qui ont ce qu'on appelle un passé migratoire, je dirais que sur les 60 milliards d'euros d'allocation citoyenne, 40 milliards vont certainement à des personnes issues de l'immigration. On peut alors dire qu'un pays riche comme l'Allemagne peut bien se passer de cet argent. Mais cela crée complètement de mauvaises incitations. Et les familles sont souvent nombreuses, chaque enfant supplémentaire rapporte encore 350 €. En plus, il y a un appartement plus grand, l'assurance maladie. Cela veut dire qu'une famille avec 4, 5, 6 enfants reçoit finalement des prestations de l'État de 5 000 € ou quelque chose comme ça. C'est bien sûr complètement absurde. Et quand ils racontent cela dans leur pays d'origine, qu'ils montrent les images du grand appartement que l'État leur a fourni, alors ce sont clairement des incitations erronées. Nous devons aussi nous remettre en question en tant que société. Nous avons justement un modèle de société où l'on nous apprend à compatir avec tous ceux qui ne vont pas aussi bien que nous. La société américaine est bien plus dure à cet égard. Oui, là-bas, il faut se débrouiller par soi-même. On voit évidemment aussi plus de sans-abri dans les rues, on voit plus de pauvreté, mais il y a un taux de criminalité plus élevé. Ce sont aussi bien sûr des choses qui vont de pair avec la dureté de la société américaine. Je suis le dernier à dire qu'il ne faut pas discuter raisonnablement des choses et il faut trouver des solutions qui conviennent. Et ce qui ne convient justement pas, c'est que nos frontières sont de facto ouvertes. Et que toute personne qui fait preuve d'un minimum d'intelligence et d'énergie pour venir en Allemagne depuis l'Afghanistan ou d'ailleurs l'Érythrée, que celui qui est arrivé chez nous, oui, qu'il peut toujours supposer, avec une probabilité de 95%, qu'il pourra rester pour toujours. Et qu'ici, s'il ne veut pas travailler, il n'est pas obligé de travailler non plus, et qu'il peut quand même mener une vie bien meilleure que celle qu'il avait chez lui, que celle de chez lui. C'est tout simplement malsain par rapport à comme modèle d'incitation. Et oui, ça montre justement aussi où notre système atteint ses limites. Et il faut ajouter à cela que des pays comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme l'Autriche ou la Suisse, sont aussi en tête en Europe en ce qui concerne les prestations sociales. Cela veut dire que tous ceux qui parviennent d'une manière ou d'une autre à arriver en Grèce, en Espagne ou en Italie, viennent naturellement, volontiers, en Allemagne et y perçoivent leurs prestations sociales, ou essaient ici de se construire une vie, parce qu'ils bénéficient d'une sécurité matérielle différente. Et cela montre aussi que les règles d'entrée dans l'OTAN, en Europe, dans ce qu'on appelle l'espace Schengen, qu'elles ne conviennent tout simplement pas sous leur forme actuelle, car tous ceux qui, pas tous, mais 80% de ceux qui entrent d'une manière ou d'une autre dans l'espace Schengen finissent par arriver en Europe centrale. Donc chez nous, en Autriche, en Suisse ou aux Pays-Bas, avant c'était aussi la Suède et le Danemark, mais maintenant ils sont devenus meilleurs pour se protéger.
Croyez-moi, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'étrangers là-dehors. Donc, pas seulement en Allemagne, mais aussi vraiment à l'étranger qui regardent l'Allemagne et se demandent qu'est-ce que vous faites en fait? Vous ne comprenez pas. Comment pouvez-vous être aussi stupide en laissant entrer ces gens? Quand vous avez entendu la phrase de Friedrich Merz sur le changement du paysage urbain, Monsieur Sarrazin, elle était correcte sur le fond. Mais au lieu de chercher des solutions, on commence d'abord par débattre de façon académique pour savoir si on a le droit de dire cela. Et moi, je viens de Berlin. Quand vous marchez là-bas, au Coty, ou dans certains autres quartiers, même moi, en tant qu'homme, j'ai peur. Quand est-ce que la Union chrétienne démocrate d'Allemagne aura enfin le courage de parler avec l'AfD? C'est une question qui concerne l'avenir et donc elle est difficile. Je pense que les personnes concernées l'ignorent elles-mêmes. Friedrich Merz et la direction de la Union chrétienne démocrate d'Allemagne s'accrochent désespérément au cordon sanitaire parce qu'ils ne trouvent rien de mieux. Oui, l'état-major allemand savait 6 semaines après le début de la Première Guerre mondiale, après l'échec de la percée en France et l'échec de la prise de Paris, il savait que cette guerre, qui était en train de devenir une guerre mondiale, ne pouvait pas être gagnée. Pourtant, il a continué encore pendant 4 ans, jusqu'à la défaite amère. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les militaires savaient, et à la fin probablement même Hitler le savait, qu'après que l'offensive contre l'Union soviétique se soit enlisée après quelques semaines, malgré tous les gains territoriaux et le nombre énorme de prisonniers, ils finiraient par perdre cette guerre. Pourtant, cela a continué pendant des années. Et c'est justement souvent le problème dans la vie. Les gens sont sur une voie qui leur a coûté cher. Et maintenant, ils voient qu'ils ne peuvent plus avancer. Beaucoup l'ont aussi vécu à travers des relations échouées. Ils réalisent, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, ça ne peut continuer. Jusqu'à ce qu'on ait le courage et la détermination de prendre les décisions qui, à leur tour, entraînent des coûts pour toutes sortes de choses. Ça continue quand même malgré tout, pendant longtemps. Et je crois que c'est actuellement la situation de la Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Je me déplace aussi beaucoup dans les Länder de l'Est de l'Allemagne. Je discute là-bas avec des élus Union chrétienne démocrate d'Allemagne désespérés qui disent « Nous pouvons faire ce que nous voulons ». Dans la situation actuelle, l'AfD pourrait présenter un manche à balai, elle serait quand même plus élue que moi. Et c'est en partie la situation actuelle. Et je crois que la Union chrétienne démocrate d'Allemagne a peut-être dépassé le point où elle aurait encore pu changer quelque chose. Car maintenant, le grand risque, c'est qu'au final, si elle travaille avec l'AfD, elles doivent le faire en position de faiblesse, comme partenaire junior. Même au niveau fédéral, l'AfD progresse depuis longtemps dans les sondages, disons en tête. Bon, il ne faut pas surestimer les sondages, mais elle est de plus en plus souvent, elle est même devant la CDU-CSU et oui. Si je continue à maintenir le cordon sanitaire, j'évite certes la nécessité de devoir prendre des décisions controversées dans un avenir proche. Mais en même temps, je suis bien sûr aussi stratégiquement piégé car je suis lié à des partenaires avec lesquels, pour être honnête, je n'ai absolument aucun projet commun raisonnable. Quel est donc le projet commun du Parti social-démocrate d'Allemagne et de la CDU-CSU à part empêcher l'AfD? Le Parti social-démocrate d'Allemagne veut geler le niveau des retraites, ce qui va entraîner des dizaines, voire des centaines de milliards de coûts supplémentaires. Elle l'accepte. Pour compenser, elle souhaite taxer davantage les soi-disant riches et les personnes fortunées. Le Parti social-démocrate d'Allemagne s'oppose à l'introduction du service militaire obligatoire. Le Parti social-démocrate d'Allemagne freine également, au final, un véritable durcissement du droit de la migration et de l'immigration. Alors, qu'ont vraiment en commun les partenaires bizarres? En réalité, ils n'ont rien en commun, à part le souhait de tenir l'AfD éloignée du pouvoir.
Mais cela ne suffit tout simplement pas, à long terme, comme projet convaincant pour les citoyens. Je me rappelle comment Friedrich Merz, peu de temps après son élection en tant que chancelier fédéral, il a été interrogé lors d'un débat télévisé sur ses mauvais résultats dans les sondages. Il a alors répondu très calmement « Attendez un peu, dans 6 mois, les sondages s'amélioreront quand les gens verront notre politique en action. » Oui, maintenant, on devrait lui repasser cet extrait. Ben oui. Je le trouve vraiment un personnage sympathique. Je crois malheureusement de plus en plus que c'est une personne qui, à la place où le peuple l'a mise, est dépassée. C'est ça le problème. De plus en plus d'Allemands s'en rendent compte. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment l'un des pires chanceliers de tous les temps. Je n'ai vraiment aucune estime pour Friedrich Merz. Et maintenant, nous avons, pour la première fois depuis des décennies, une opposition qui mérite vraiment ce nom. Actuellement, elle approche les 30%. Aux prochaines élections fédérales, elle pourrait devenir un parti populaire à 40% ou plus. Pensez-vous que c'est souvent reproché à l'AfD? Ici en Allemagne, un dirigeant très autoritaire comme Donald Trump aux États-Unis gouvernera-t-il? Si l'AfD venait un jour à gouverner ici, que ce soit seul ou avec la Union chrétienne démocrate d'Allemagne comme partenaire junior. Chez nous, le pouvoir est fortement limité par la Constitution. Un chancelier fédéral, quelles que soient ses opinions, a besoin d'une majorité au Bundestag pour toutes les lois, et toutes les lois essentielles nécessitent en plus une majorité au Bundesrat. Et il y a aussi la Cour constitutionnelle qui intervient de manière restrictive dans de nombreux domaines. Donc même si, dans une expérience de pensée, Alice Weidel devenait chancelière fédérale, elle devrait quand même avoir la Union chrétienne démocrate d'Allemagne comme partenaire minoritaire, convaincre la Union chrétienne démocrate d'Allemagne des mesures qu'elle souhaite prendre. Et pour beaucoup de lois, il faut ensuite soit l'accord du Bundesrat, soit celui de l'Union européenne. Et il y a aussi le président fédéral, qui ne signe que les lois que sa maison considère comme constitutionnelles après un examen minutieux. Cela signifie qu'ils ont beaucoup de contraintes qui, sous cette forme, n'existent pas pour un président américain. Donc, un chancelier fédéral de l'AfD ou une chancelière fédérale de l'AfD ne pourrait jamais agir comme Donald Trump le fait actuellement aux États-Unis. Et la comparaison souvent faite avec Weimar n'est pas tout à fait juste. Elle ne tient que sur un point. Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands a grandi, tandis que les autres partis n'ont pas réussi à s'entendre. C'était le point où la comparaison tenait, mais le pouvoir exécutif du gouvernement était incomparablement plus grand. Et avec les décrets d'urgence du président du Reich, on pouvait pratiquement gouverner avec des pouvoirs dictatoriaux, ce qui s'est réellement passé dès mars 1933, puis avec la loi des pleins pouvoirs. Et dans notre système, il n'existe absolument aucune base légale pour cela. Donc on peut en discuter longtemps. S'il y a des tendances d'extrême droite dans l'AfD, je pense qu'il y en a effectivement chez certains responsables. Mais même si on avait ici des intentions vraiment mauvaises, dans un système comme le nôtre, on serait tellement freiné que je ne vois absolument aucun risque à essayer une participation de l'AfD au gouvernement, d'autant plus qu'il faut voir un parti qui est sûrement dans l'opposition peut aussi promettre des choses qui, logiquement, ne sont ensuite pas compatibles entre elles. Bien sûr, l'AfD ne blesse pas verbalement les retraités, mais si elle était réellement au gouvernement, elle devrait aussi faire face au fait que le système de retraite tel qu'il est ne serait alors pas finançable. Elle devrait faire face au fait que, dans de nombreux domaines, elle devrait faire face à une pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux domaines. Elle devrait aussi se pencher sur la politique étrangère et
Elle serait beaucoup plus ancrée dans la réalité. Oui, nous le voyons très bien. En Italie, où Madame Meloni des Fratelli d'Italia, qui sont historiquement issus des néofascistes, mène pourtant une politique très pragmatique. Mais la proximité historique de son parti avec le fascisme classique de Mussolini est bien plus grande que celle de l'AfD avec le national-socialisme ne l'a jamais été. Voilà, et finalement, il apparaît qu'on peut, d'un point de vue conservateur de droite, mener une politique très responsable et raisonnable. Mais indépendamment de la façon dont on évalue la AfD, dire par principe « je ne travaille pas avec eux » devient pratiquement de plus en plus discutable quand, dans de nombreux conseils municipaux, il y a tout simplement 20, 30, 40% de membres du conseil issus de l'AfD. Et on voit bien ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est passé à Ludwigshafen. À Ludwigshafen, on a, en raison d'un examen très discutable, finalement le candidat au poste de maire, fonctionnaire d'État, n'a finalement pas été autorisé à se présenter. Le résultat, c'est que la participation électorale était d'environ 19% et une grande partie des bulletins avaient en plus été rendus invalides. Cela signifie qu'au final, l'élection du maire à Ludwigshafen, où je crois un maire Union chrétienne-démocrate d'Allemagne gouverne actuellement, n'a pas eu lieu de manière démocratiquement légitime. Bien sûr, les citoyens s'en souviendront. De telles méthodes ne viendront certainement pas à bout de l'AfD. Mais avec toute cette architecture de sécurité numérique instaurée par 180 pays, l'AfD n'est qu'un petit rouage dans la machine avec du recul. Je ne veux rien supposer de mal à propos de l'AfD, mais elle aura tout simplement des moyens à sa disposition que les gouvernements précédents n'avaient évidemment pas. Mode clé Palantir, biométrie, surveillance numérique, flux financiers, scoring social, etc. Que pensez-vous en tant qu'ancien sénateur aux finances ? Dites-vous enfin que le gouvernement peut agir fermement, ou bien voyez-vous cela de façon très détendue, et pensez-vous que tout cela sera inoffensif? Oui, les lois allemandes et européennes sur la protection des données continueront de s'appliquer même si l'AfD gouverne. Elles ne seront pas abolies. Mais indépendamment de cela, la question demeure bien sûr de savoir comment nous traitons la protection des données. Nous avons la protection des données chez nous va parfois dans une direction qui est absolument néfaste. J'étais sénateur aux finances à Berlin, et en tant que sénateur aux finances, j'étais aussi président du conseil de surveillance de la Berliner Verkehrsbetrieb, et la Berliner Verkehrsbetrieb, afin d'avoir une vue d'ensemble de ces gares, a installé des caméras, parfois même dans les virages, et cela depuis de nombreuses années, pour des raisons techniques d'exploitation, afin de savoir ce qui se passe sur les... Est-ce que quelqu'un se tient trop près quelque part? Est-ce que le train est vraiment prêt à partir? Ce genre de choses. Et il s'est avéré ces dernières années que cette technologie de sécurité était d'une valeur inestimable pour pouvoir également élucider certains actes criminels. Bien sûr, je pense que nous devrions avoir beaucoup plus de caméras de sécurité dans l'espace public que ce que nous avons réellement. Et cela augmenterait effectivement la sécurité. L'Angleterre, par exemple, est beaucoup plus avancée à ce niveau, et la démocratie n'y est certainement pas plus en danger que chez nous. Alors que pour certaines données, nous avons tellement exagéré la protection des données que cela nous entrave dans la lutte contre la criminalité et rend pratiquement nos services secrets largement inefficaces. Lorsque nous sommes avertis d'un attentat terroriste, comme cela a encore été le cas récemment à Berlin, cela fait presque toujours suite à un renseignement des services secrets étrangers, car nos propres services ne sont même pas en mesure de le faire. Et nous le voyons. Au final, nous avons une tendance typiquement allemande à pousser de bons principes jusqu'à l'excès. Pour conclure, un jeu rapide, soit l'un, soit l'autre. Vous devez choisir, même si c'est dur. Commençons par une question très, très simple. Quel homme politique allemand est le plus surestimé? Le ministre de la Défense Pistorius.
Qui choisiriez-vous sur une île déserte, Donald Trump ou Karl Lauterbach? Sans hésiter, Donald Trump. Qui est le plus sous-estimé, Vladimir Poutine ou Donald Trump? Donald Trump. Quelle serait votre première décision si vous étiez chancelier sans opposition? Je retirerai l'Allemagne de la Convention européenne des droits de l'homme, non pas parce que je ne veux pas respecter les droits de l'homme, mais parce que je voudrais me libérer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je dénoncerai la Convention de Genève sur les réfugiés. Elle avait été créée au début des années 50 pour les réfugiés en Europe venant de la sphère d'influence communiste. Elle a été étendue au milieu des années 60 à l'ensemble du monde. C'était une erreur historique. Et si nous supprimons ces deux bases juridiques, alors nous pourrons à nouveau décider nous-mêmes qui vient chez nous. Et je ferai en sorte que le droit européen, j'utiliserai mon influence pour que le droit européen soit modifié de manière à ce que nous puissions effectivement exercer à nouveau un contrôle efficace sur nos frontières. Pour finir, Monsieur Sarrazin, de nez ou escalope viennoise? Oui, là je suis allemand. Schnitzel. Monsieur Sarrazin, je vous ai posé de nombreuses questions critiques aujourd'hui, mais je souhaite ajouter quelque chose avant de conclure. Sans vous, Monsieur Sarrazin, des personnes comme moi ne seraient sans doute pas sur YouTube. Vous avez été le premier média alternatif avant même que ce terme n'existe. Vous avez osé aller à contre-courant alors que les autres restaient conformistes et soucieux de paraître vertueux. Et je trouve que cela mérite le plus grand respect parce que vous avez montré qu'on peut avoir des convictions même si elles sont inconfortables. Et c'est ça la différence, Monsieur Sarrazin, entre une icône là-dehors et tous les opportunistes. Oui, merci beaucoup. J'accepte volontiers ce compliment. Merci.